Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui de préparation de soirée d'astrophoto et en particulier du choix de la cible et du retournement au méridien. Alors, pour choisir une cible d'astrophoto, on va avoir différents critères qui vont intervenir. Un premier critère, ça va être l'analyse de sa visibilité sur notre site d'observation. Moi, par exemple, je suis en banlieue parisienne et autour de moi, j'ai plein de maisons, d'arbres. J'ai aussi beaucoup de pollution lumineuse, des lampadaires, voilà, des zones à l'horizon comme la Défense qui émettent beaucoup de lumière. Donc je vais tenir compte de l'ensemble de ces critères et je vais aussi me demander si finalement ma cible est visible toute la nuit. Ça c'est vraiment des questions évidemment importantes quand on va imager. Est-ce qu'elle va passer derrière un arbre à un moment donné, derrière une construction, voilà, est-ce qu'il y a des foyers de pollution lumineuse? Est-ce que la Lune va être pleine ou pas loin d'être pleine et du coup est proche de mon objet? Donc tout ça c'est important de l'anticiper. Et pour ce qui est en fait de l'horizon visuel sur notre site d'observation, il y a un outil qui est hyper pratique, qui est absolument génial, qui s'appelle un théodolite. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de faire un tour d'horizon donc à 360 degrés et de mesurer la hauteur des objets qui vont nous gêner. La hauteur d'un arbre, la hauteur d'un immeuble, etc. Et si bien qu'on va avoir un relevé très précis de toutes nos contraintes visuelles sur notre site. Et cette information-là, on va pouvoir la rentrer dans un outil comme Stellarium ou comme Nina, et ça va nous permettre d'importer un horizon personnalisé d'observation. Et en croisant cet horizon avec la trajectoire de l'objet céleste qu'on souhaite photographier, on va savoir exactement à quel moment on va pouvoir réellement voir cet objet et donc définir nos plages d'observation de manière beaucoup plus rigoureuse. Donc ça c'est très utile. Je vais vous montrer juste après une application de ces théodolites sur smartphone. Vous allez voir, c'est absolument génial. Donc là, je visualise mon horizon personnalisé. Bon, c'est pas un temps idéal pour l'astrophoto, mais bon, c'est comme ça. Et donc on voit qu'il y a différents obstacles visuels, hein, une petite palissade, un arbre ici, un autre plus loin, voilà, on continue. Un autre, une maison, ainsi de suite. Et je vais me servir d'un théodolite pour prendre des cotes de l'ensemble de ces éléments. Voilà, donc là j'ai ouvert mon théodolite et c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça va me montrer? Eh bien ça me montre exactement le même paysage que je parcourais tout à l'heure, hein. Sauf que je vais avoir deux indicateurs qui vont être très utiles. Le premier en bas qui est mon indicateur d'azimut, et là on voit que je suis positionné sur le nord, voilà. Et mon indicateur d'altitude à droite, à 21 degrés quasiment, qui me permet comme ça de relever les différents points qui font obstacle. Donc là, je vais sur mon log, je fais add data, clac, et là je viens comme ça rajouter un certain nombre de données qui vont être enregistrées et stockées dans un fichier qui va, une fois que tout sera mis bout à bout, me permettre de caractériser mon horizon personnalisé. Horizon que je pourrais injecter ensuite dans Nina, dans Stellarium, afin de prédire exactement quelles seront les plages d'observation, d'observabilité plutôt, de mes objets célestes. Je vais donner un exemple juste après d'un tel fichier et voir exactement ce qu'il contient. Donc voilà, là je viens d'ouvrir un fichier de capture de théodolite. On va retrouver les différentes codes qu'on a prises juste avant. On va avoir à la fois une mesure de l'azimut et de l'altitude, donc avec le 0 qui indique le nord. Donc on va tourner sur soi-même, sur 360 degrés, hein, de 0 à quasiment 360, d'accord? Comme ça on aura fait un tour complet, on sera parti du nord et on sera revenu au nord.
Euh, Toujours éviter dans l'import en fait de ce fichier, toujours éviter d'avoir des doublons, hein. Donc il faut, dès lors qu'on a deux fois, enfin deux cotes pour un même azimut par exemple, eh bien on en enlève une ou on prend la moyenne des deux, bon peu importe, hein, on fait au plus judicieux. Mais du coup, vraiment éviter d'avoir des doublons. Et donc en face de chaque azimut, on a du coup l'altitude qui correspond à l'altitude de la contrainte visuelle qui est capturée. Donc que ce soit un arbre, que ce soit, je sais pas, la corniche d'une maison, un mur de palissade, etc. Et donc, une fois qu'on a ce fichier, donc on a un peu nettoyé parce que le théodolite nous donne beaucoup plus d'informations, mais ce sont finalement que ces deux colonnes qui nous intéressent. Une fois qu'on a un petit peu nettoyé, on a quelques ajustements à faire donc sur le format et sur l'injection de ce fichier au sein de Stellarium et au sein de Nina, qui sont des manipulations très bien décrites par les chaînes Patriot Astro, qui est très très clair, hein, sur tout ce qui est utilisation de Nina. Je vous mettrai le lien donc en description. Et même chose, la chaîne Visible Dark, qui est très bien faite avec des tutos très concis, qui expliquent comment voilà, injecter ces fichiers donc dans Nina et Stellarium pour se créer son horizon personnalisé. Ensuite, on va devoir tenir compte de tout ce qui est contrainte de retournement au méridien. Donc, quand on travaille avec une monture équatoriale, donc, on va avoir un moment où finalement notre axe d'ascension droite va être parfaitement à l'horizontale, enfin pas l'axe d'ascension droite, mais plutôt l'axe de contrepoids va être parfaitement à l'horizontale. Et si on laisse finalement faire, eh bien on va avoir les poids, les contrepoids qui vont passer au-dessus, donc au-dessus de l'horizontale, et potentiellement avoir un dispositif déséquilibré et même avoir des risques de choc entre votre tube et les pieds de la monture, par exemple. Donc ça, c'est important d'anticiper à quel moment donc l'astre va passer au méridien pour pouvoir faire une manipulation qui va consister à retourner la monture et faire basculer finalement les contrepoids du côté est vers le côté ouest et réenclencher un suivi qui va nous permettre de suivre sereinement notre objet. Ça aussi, je le détaillerai vraiment juste après dans un slide à venir. Ensuite, on va choisir une plage donc horaire d'acquisition de nos images, hein. Encore une fois, en tenant compte des obstacles visuels, très, très facilité par la connaissance de notre horizon personnalisé relevé par un théodolite, ça c'est très important. La hauteur de l'objet dans le ciel, si effectivement l'objet est trop bas, on a des risques de l'imager de manière pas très satisfaisante. Donc on peut vouloir attendre finalement qu'il passe au-delà d'une certaine hauteur critique pour l'imager, l'objet. Donc tout ça, ça va nous permettre de définir une plage d'acquisition. On peut aussi avoir des contraintes qui par exemple, comme par exemple les darks, hein, si on souhaite faire des darks. Donc pour calibrer nos photos brutes, eh bien, il va falloir se réserver une plage de temps dans la soirée où on va effectivement faire ces darks. Et s'il faut par exemple 1 heure, 2 heures pour faire des darks, il faudra arrêter assez tôt donc la session d'acquisition pour basculer sur la réalisation des darks. Donc tout ça, ce sont des paramètres à intégrer dans la préparation de notre soirée. Et puis ensuite, encore une fois, un planificateur de session comme Telescopius va aussi nous simplifier la vie, il va nous aider voilà, à voir la trajectoire céleste de l'objet, savoir à quel moment il passe au méridien, pouvoir simuler l'objet visuellement sur notre capteur, nous fournir des informations sur la présence de la Lune ou pas, etc. Donc vraiment sur la durée de la nuit, donc astronomique, enfin tout un tas de critères et d'informations qui seront précieux pour la définition de notre cible et puis voilà le choix de notre plage horaire d'acquisition. Alors je donne un exemple ici
sur la nébuleuse du Croissant, justement de l'intégration d'un horizon personnalisé d'observation. Donc là, typiquement, j'ai ouvert Stellarium, j'ai pointé sur la nébuleuse du Croissant, là ici, je suis en train d'afficher le sud, et là, à ce stade, je n'ai pas intégré d'horizon personnalisé. Alors, je vais justement m'amuser à en intégrer un. Donc, pour ça, je vais dans le menu affichage et je fais paysage. Et donc, au lieu de considérer le menu par défaut, je vais considérer un menu où j'ai entré mon horizon personnalisé sur mon site d'observation, encore une fois, situé en banlieue parisienne. Donc là, je vois effectivement un horizon qui s'est vraiment drastiquement réduit. Hein. Je vois mon objet qui apparaît, donc ça, je suis assez tranquille pour observer. Et là, voilà, je peux commencer à imager, mettons, allez, on va dire dès 11 heures du soir, et encore, enfin, j'ai pas encore une nuit noire, mais on va dire dès minuit sans difficulté. Et puis, je peux voir que si j'incrémente le temps, eh bien, à 5 heures du matin, je suis toujours avec un objet qui est visible, et puis de toute façon, j'ai arrêté la session avant puisque j'ai lancé mes darks. Hein. Donc là, j'ai pas de contrainte visuelle sur cet objet compte tenu de mon horizon personnalisé. Après, je peux aussi m'intéresser à la manière dont je pourrais, par exemple, afficher. Alors, je vais essayer par exemple la nébuleuse du sorcier, typiquement. Voilà, là je vois que si je veux commencer à l'imager à 11 heures, je suis coincé. Elle est derrière un obstacle visuel, et puis à minuit elle commence à apparaître légèrement, et voilà, à 1 heure elle sera effectivement là. Voilà. Évidemment, je peux incrémenter de manière beaucoup plus précise. À minuit et demi, je vois que je peux imager. Voilà, donc on voit vraiment là ici sur cet exemple précis que la connaissance de l'horizon personnalisé nous permet vraiment de savoir à quel moment on pourra imager. Est-ce que c'est là 0h45, donc je vois que c'est pas suffisant. Si j'affiche minuit 15, là effectivement je peux vraiment photographier ma nébuleuse du sorcier. Hein. Elle passe au-dessus de mon obstacle visuel, et donc ça me permet de lancer ma session d'acquisition et de tout programmer en amont. C'est-à-dire que j'aurai effectué ma séquence de flat, d'offset, évidemment bien en amont le réglage de mon matériel. Donc je sais que vraiment à minuit et quart, il faut que j'ai calibré aussi mon logiciel d'autoguidage, etc., de façon à pas perdre une minute sur ma plage d'acquisition. Alors on va parler maintenant de retournement au méridien. Donc on l'a un petit peu évoqué juste avant. Et donc ce que j'ai indiqué, c'est que sur une monture équatoriale, alors allemande, hein, telle que je le précise, c'est-à-dire vraiment avec un système de contrepoids, comme on voit ici sur les dessins qui sont en bas de slide, on va, si on laisse filer le temps, hein, si on laisse filer le suivi, on va aboutir à un moment donné, en suivant un objet, à une position horizontale de notre axe de contrepoids. D'accord ? Donc je suis parti de l'ouest, et puis voilà, je suis mon objet et j'arrive dans une position où mon contrepoids mon axe de contrepoids va être en position horizontale et mes contrepoids vont pointer vers l'est. Alors si je fais rien, ma monture va continuer à entraîner et finalement mes contrepoids vont passer au-dessus de l'horizontale, et ce qui risque de poser des problèmes parce que je peux avoir une butée de mon tube sur mes pieds de monture. Et ça peut endommager mon moteur, ça peut endommager tout un tas de mécanismes sur mon télescope. Donc il faut que j'intervienne en amont. Et pour ce faire, je vais arrêter mon suivi. Je vais rebasculer mon dispositif, c'est-à-dire je vais rebasculer mes contrepoids de l'est vers l'ouest, ils vont pointer vers l'ouest, et de façon à réenclencher mon suivi qui va repartir avec des contrepoids qui vont pointer vers l'ouest et qui vont du coup bouger jusqu'à arriver à l'horizontale en pointant vers l'est, mais ça me laisse 12 heures de marge, hein, puisqu'il faut 12 heures pour faire ce mouvement. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est tout à fait cruciale. C'est pour ça que c'est important, quand on regarde un télescopius, de prendre connaissance de la trajectoire céleste de notre objet et de voir à quel moment il va passer précisément
au méridien pour savoir du coup à quel moment on doit intervenir, c'est-à-dire arrêter finalement ce suivi et basculer en fait donc la monture et relancer en fait une opération de suivi. Donc il faut faire évidemment très attention quand on fait ce basculement, hein, c'est-à-dire quand on va donc basculer nos contrepoids de l'est vers l'ouest. Il faut faire très attention. On peut à certains moments donc avoir des risques d'arrachage de câbles, hein, ou détériorer le matériel, donc très attention. Si on a beaucoup de câbles, hein, comme ça va très vite, hein, comme c'est très souvent le cas, avec des câbles au niveau de notre caméra principale, d'alimentation, de liaison avec l'ordinateur, un câble qui va relier la caméra de guidage à l'ordinateur, un câble d'alimentation éventuellement de la caméra d'autoguidage. Bref, le câble d'alimentation de la monture, bref, tout un tas de câbles. Quand on va faire ces grands mouvements amples de notre monture, il faut faire très attention à ne pas détériorer le matériel. Alors cette opération, elle peut être faite manuellement, ce que je vous conseille de faire si vous êtes débutant, ou automatiquement si vous souhaitez le faire, hein, par un logiciel dédié. Par exemple, Nina le fait très bien, hein, il vous suffit juste je vous le montrerai plus tard, de cocher en fait la case retournement au méridien automatique. Et dans ce cas-là, dès que l'astre va arriver au méridien, Nina va savoir qu'il faut rebasculer en fait le dispositif, et donc du coup va arrêter le guidage, va arrêter le suivi, va faire un basculement et va relancer en fait le suivi, relancer l'autoguidage, etc. Mais encore une fois, il faut très souvent faire un travail de rationalisation du câblage, ce qu'on appelle souvent cable management, hein. Vous verrez plein de tutos sur YouTube sur le sujet, où l'idée est vraiment de rassembler les câbles entre eux, laisser suffisamment de marge pour que les mouvements puissent se faire sans risque d'arrachage. Il y a une vraie réflexion à mener là-dessus, et encore une fois, si on ne l'a pas fait, c'est toujours préférable d'effectuer un retournement manuel plutôt qu'un retournement automatique. Je vous propose d'illustrer ces problématiques de retournement au méridien directement avec le télescope et la monture. Alors, juste quelques repères cardinaux avant de commencer. Donc ici on a notre axe polaire, donc il va pointer vers le nord, hein, vers l'étoile polaire. On a donc du coup, juste de l'autre côté, le sud, l'ouest est ici et l'est est ici. Et on va supposer qu'en début de session, eh bien, on pointe vers un astre, voilà, situé plutôt vers le sud-est, hein, quelque chose comme ça, approximativement. Donc on va avoir donc notre astre qui est situé sud-est, et notre monture, via donc l'axe d'ascension droite, va suivre le mouvement de cet astre de la manière suivante. Donc je débloque l'axe d'ascension droite et je fais en accéléré ce que ferait la monture pendant la soirée. Donc on va avoir donc notre monture qui fait le mouvement suivant, et je vais juste m'arrêter quand on va passer comme ça à l'horizontale. Donc je bloque l'axe d'ascension droite, et qu'est-ce que je veux faire remarquer? C'est qu'ici on a grosso modo donc notre axe de contrepoids qui est situé à l'horizontale. Ça correspond exactement au moment où notre astre va passer au méridien céleste, d'accord? Et si on n'intervient pas à ce moment-là, eh bien la monture va continuer à entraîner, et de cette manière, on va avoir notre contrepoids qui va passer au-dessus de l'horizontale. Donc on va sortir quelque part du domaine d'équilibrage du télescope, hein, qu'on a fait au préalable, et également problématique, c'est que si on a donc un tube de taille importante, ce qui n'est pas le cas de ce tube là qui a une petite focale, donc c'est pas flagrant, mais par exemple si j'avais positionné mon tube de 1 mètre de focale, eh bien on a toutes les chances d'avoir donc le tube qui arrive en butée sur les pieds de la monture, et du coup eh bien un blocage tout simplement de l'entraînement et une détérioration du moteur. Donc très attention à cet aspect-là. Donc on peut par conséquent pas continuer à entraîner sans rien faire, parce qu'on va arriver dans une position qui ne sera pas viable en termes d'entraînement et de suivi. Alors, donc quand on va se retrouver
justement au passage au méridien, donc à l'horizontale ici, au niveau de notre axe de contrepoids, eh bien on va arrêter le blocage de notre, on va arrêter pardon l'entraînement de notre monture et on va faire ce qu'on appelle un retournement au méridien, c'est-à-dire qu'on va pointer notre objet, mais on va le pointer en basculant de manière symétrique notre monture. Donc ça prend cette forme, évidemment de manière assez empirique, mais ça prend la forme suivante. Hein. On va avoir donc un basculement qui va se faire de cette manière, clac. On va repointer donc vers notre objet. Je bloque les axes. Voilà, on va repointer vers notre objet. C'est vraiment totalement équivalent, sauf qu'on aura effectué, si on image, une rotation de 180 degrés de nos images, mais ce qui est pas grave et ce qui est complètement géré par la phase de pré-traitement. Ça, je reviendrai sur le sujet plus tard. Et donc, on va s'être finalement configuré dans une position beaucoup plus viable, puisqu'ici on a notre contrepoids qui ne pointe plus vers l'est comme c'était le cas précédemment, mais qui va pointer vers l'ouest. Et donc l'entraînement va pouvoir se poursuivre sereinement, hein, puisqu'on va effectuer le mouvement suivant, on va continuer à suivre notre axe, et on voit qu'ici, on est dans une position, encore une fois, qui n'est pas problématique, il n'y a pas de sujet de butée, il n'y a pas de contrepoids au-dessus de l'horizontale. On peut continuer tranquillement à entraîner. Et il faut savoir que pour parcourir, donc, pour aller de cette position à la position opposée, c'est-à-dire en ayant le poids, alors bon, c'est absurde puisque notre axe va passer, ne sera plus visible, mais en passant du coup à cette position-là, où l'axe de contrepoids pointe vers l'est, il faut 12 heures. Donc si on fait l'opération de basculement au méridien en pleine nuit, évidemment on a tout le temps après le basculement au méridien pour finaliser notre session d'astrophoto sans problème. On n'a pas besoin de refaire une opération similaire à celle-ci, quoi. Ici je suis sur Stellarium et donc j'ai tout simplement connecté ma monture donc à mon PC et du coup j'ai fait un premier pointage vers un objet. Je pointe vers Vega, donc je me suis mis, je suis le 25 juillet 2023, mon heure d'observation est 23h40, hein, c'est une simulation bien sûr, et donc j'ai pointé vers l'étoile Vega, et qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, je vois que Vega n'a pas encore passé le méridien, hein. Si j'incrémente d'une heure par exemple, paf, je vois que Vega est passé, alors je donne quelques repères cardinaux, est passé de l'est vers l'ouest, hein, est passé donc par le méridien, puisque du coup c'est le sens naturel de mouvement des étoiles, c'est un mouvement relatif bien sûr, hein, la Terre tournant de l'ouest vers l'est, eh bien le mouvement des étoiles est opposé. Donc on les voit, tout du moins quand on pointe vers le sud, on les voit tourner de l'est vers l'ouest. Pour l'orientation vers le nord et les constellations circumpolaires, je reviendrai un peu plus tard sur le sujet, puisqu'on peut passer le méridien de l'ouest vers l'est et réciproquement de l'est vers l'ouest. Mais là, si on simplifie les choses et qu'on se met vers le sud et qu'on considère notre étoile Vega, eh bien, une heure auparavant, elle n'avait pas passé le méridien. Une heure après, elle a passé le méridien. Elle a fait un mouvement d'est vers l'ouest. Donc je pointe Vega et qu'est-ce que je remarque avant qu'elle ait passé le méridien? Eh bien que mon axe de contrepoids, il est quasiment horizontal et mon contrepoids pointe vers l'est. Donc là, je suis vraiment en passe de faire un retournement au méridien. C'est logique, hein, puisque l'étoile va de manière très, très imminente passer le méridien, et donc il faudra faire la manipulation que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter donc le suivi de notre étoile, faire un retournement au méridien, et ensuite poursuivre le suivi. Alors, pour se donner une idée, je vais pointer une étoile qui va être, elle, de l'autre côté du méridien, c'est-à-dire aura passé le méridien. Je vais par exemple pointer cette étoile,
clac. Je vais demander à Stellarium donc de pointer cette étoile, et qu'est-ce que j'observe? Eh bien mon télescope va bouger, ma monture va bouger, et on est en train de voir l'axe de contrepoids qui bascule de l'est vers l'ouest. On va le voir, on va avoir une position de la sorte qui est finalement très similaire à une position qu'on a quand on fait un retournement au méridien, où la monture pointait précédemment vers l'est, et elle pointe, donc après retournement, enfin l'axe de contrepoids pointe vers l'ouest. Donc là on voit, d'ailleurs on voit le mouvement là, de notre télescope qui se rapproche de la cible, et on voit effectivement qu'on aboutit à une configuration où le contrepoids va pointer plutôt à l'ouest, ce qui est cohérent avec le fait que Vega n'ait pas passé le méridien, et que donc l'étoile vers laquelle on pointe, eh bien elle a bien passé le méridien. Donc ça c'est un premier point à bien comprendre. On peut peut-être aussi regarder d'un peu plus près les constellations circumpolaires. Donc ici, c'est vrai qu'on pointait vers le sud, donc quelque part le mouvement des étoiles il est assez simple. Il va consister à basculer de l'est vers l'ouest, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais par contre si on pointe vers le nord, donc ici on va retrouver notre étoile polaire, hein. Si on pointe vers le nord, on va en réalité pouvoir passer le méridien dans les deux sens. Donc alors juste quelques repères. Ici c'est l'ouest, à droite c'est l'est. Donc on va pouvoir passer, si j'incrémente d'une heure, vous voyez, on va pouvoir passer, comme la voûte céleste tourne autour de la polaire, eh bien on va avoir des étoiles qui vont passer donc le méridien de l'est vers l'ouest, donc ce qui est le cas classique quand on regarde le sud notamment, mais on va aussi avoir des astres qui vont passer, donc je zoome un peu, qui vont passer en fait le méridien de l'ouest vers l'est, hein, c'est ce qu'on voit. Là on arrive au jour, donc hop, clac, clac, je remonte dans le temps, je me remets dans ma position initiale. Et donc, peut-être pour se convaincre du fait que c'est pas une problématique, je vais pointer vers cette étoile-là, qui est une étoile qui va passer le méridien de l'ouest vers l'est, et je vais regarder un petit peu si je pointe vers cette étoile, quelle position va occuper mon télescope. Et là, je vois que ma monture est en train de se configurer de telle manière à ce que l'axe de contrepoids eh bien, pointe vers l'est, donc ce qui est cohérent avant un passage, on va dire, imminent du méridien. Donc on voit là le télescope qui rejoint donc notre étoile, d'accord ? Et donc encore une fois la monture, enfin l'axe du contrepoids qui pointe vers l'est. Voilà, donc ça j'aboutis à cette position juste avant de passer le méridien, et même si ce méridien je le passe pour les objets circumpolaires, hein, c'est-à-dire tout le temps observables, même si je le passe donc avec un mouvement d'ouest vers l'est, hein, sachant que ces objets passent vraiment objectivement, enfin quasi visiblement 2 fois le méridien par jour, et de 2 manières différentes, hein, puisqu'ils tournent en rond autour de la polaire, et on peut les observer. Alors après il y a effectivement des conditions diurnes qui sont pas possibles, mais théoriquement on pourrait les observer. Donc ils vont le passer 2 fois de manière différente, hein, d'ouest vers l'est et ensuite d'est vers l'ouest. Voilà, et donc si je me mets dans le cas d'une étoile, clac, si je rebrousse chemin, voilà, je me mets dans le cas de cette étoile qui a déjà passé le méridien, si je pointe vers cette étoile, je vais me retrouver avec une monture qui va donc positionner l'axe de contrepoids en pointant vers l'ouest, ce qui est logique, c'est-à-dire qu'elle vient fraîchement de passer le méridien, et donc on est dans une position viable où voilà l'entraînement peut se dérouler sans problématique, c'est-à-dire pas de risque de buter, pas de risque de se situer hors domaine de validité de l'équilibrage qui aurait été effectué, et donc on vient tout simplement
rejoindre notre étoile cible, et on observe en effet que notre barre de contrepoids pointe bien vers l'ouest comme attendu. Voilà, donc ça, ce sont des aspects qui sont très importants, puisque comme je l'indiquais précédemment, ils permettent vraiment d'avoir le maximum de conditions de sécurité autour du matériel, d'éviter des risques d'arrachage de câbles. On voit déjà qu'on a un certain nombre de câbles qui entrent en ligne de compte ici dans notre configuration. On a un câble qui relie la raquette, un câble qui alimente la monture, deux câbles alimentation et liaison au PC de l'appareil photo numérique. J'ai pas relié ma caméra d'autoguidage qui est derrière parce que j'en avais pas l'utilité pour la démonstration présente, mais il y aurait un câble supplémentaire à intégrer. Donc beaucoup de câbles et donc des risques de bloquer ces câbles et de les arracher, ou bien des risques de buter de notre tube sur les pieds de notre télescope. Alors, il y a un point qu'il faut aussi noter, c'est que lorsque vous faites un retournement au méridien, eh bien, alors vous n'allez pas modifier le positionnement de votre caméra, mais les clichés que vous allez prendre avant et après sont les mêmes sensiblement, modulo en fait une rotation à 180 degrés. Donc ça, c'est dû tout simplement au mouvement inhérent au retournement au méridien, qui va induire du coup une rotation à 180 degrés de vos images. Je vous donne un exemple. Ici, on est sous PixInsight et j'ai deux petits exemples. J'ai photographié il y a de ça quelques mois la nébuleuse de la tête de Cheval. Alors là, j'ai juste un empilement, donc c'est un objet qui n'est pas traité à ce stade. Mais c'est simplement pour vous donner des idées d'orientation du cliché. Donc là ici on a la tête de cheval, là ici la nébuleuse de la flamme. Et voilà, on a ces deux étoiles qui peuvent servir de repère, ces deux étoiles avec celle-ci par exemple, qui peuvent servir de repère. Et donc là on a deux clichés unitaires, un qui est pris avant retournement au méridien et un qui est pris ici après retournement au méridien. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors on observe que le premier finalement est dans l'orientation de l'empilement, c'est-à-dire qu'on a ces deux étoiles principales et puis cette troisième qu'on retrouve ici, puis on devine là la nébuleuse de la flamme, et donc on s'attend là ici à trouver la tête de cheval, d'accord? Clac. Et si je regarde en fait mon cliché après retournement au méridien, j'ai pas la même disposition de ces deux étoiles. Et effectivement, si dans PixInsight je fais une rotation donc de 180 degrés, là je me retrouve exactement dans la même disposition de mes étoiles. Donc je vois que en effet mon retournement de méridien m'a induit naturellement une rotation de 180 degrés sur mon image. C'est pas gênant, c'est complètement traité au moment de la phase de l'empilement. Vous avez une phase qu'on qualifie de registration, où vous allez superposer les clichés grâce aux étoiles communes qui ont été détectées. Et dans cette phase de registration, on va repositionner les clichés pour avoir exactement les mêmes emplacements des mêmes étoiles. On va aussi faire les rotations qui seront nécessaires sur les images brutes, de telle manière à pouvoir les empiler de façon rigoureuse et à ce que les pixels considérés soient les pixels qui occupent exactement les mêmes positions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis à laisser un commentaire. Je les lirai avec attention, et puis voilà, n'hésitez pas non plus à suggérer des idées à creuser ou des thématiques à aborder. Ce sera avec plaisir. D'ici là, je vous souhaite un excellent ciel et vous dis à bientôt. Salut!